Nous allons accueillir Marie-Frédérique Baquet. Après cette matinée de questionnement autour de la mort mystère et de notre propre mort, Madame, vous êtes responsable professeure de psychologie clinique à l'Université de Strasbourg. Vous êtes directrice du Centre international des études sur la mort et éditrice en chef de la revue Études sur la mort. Vous êtes bien connue au-delà de l'Alsace. Voilà. Et votre intervention va questionner notre besoin des rites et leur évolution dans le temps. Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup. Oui, alors, déjà j'espère que vous allez bien et je vous remercie d'être présente et présent. Voilà, donc d'où je parle. Premièrement, donc, ça fait à peu près 30 ans que j'exerce, donc j'ai soutenu ma thèse en 1989. Et aujourd'hui, donc, je suis directrice du CIEM, mais je travaille bien évidemment toujours à l'Université de Strasbourg en tant que professeur de psychopathologie. Psychopathologie clinique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, globalement, les difficultés psychiques et psychiatriques. Donc, on peut dire que j'enseigne plutôt la psychiatrie. Oui, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, j'ai surtout travaillé sur la dépression. Et donc, comparer la dépression du deuil à d'autres dépressions réactionnelles, par exemple, à, je sais pas, la perte de son travail, le divorce, d'autres difficultés. Et par ailleurs, je travaille aussi beaucoup à la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique. Donc là, avant, j'étais à Paris. Maintenant, je suis à Strasbourg, donc j'interviens éventuellement en renfort s'il y a une catastrophe. Mais j'ai eu des expériences assez singulières, comme par exemple le crash du Concorde. Vous voyez, donc lorsque cet avion s'est écrasé à Gonesse, donc en région parisienne, là je suis intervenue pendant 5 jours sur place, ce qui est évidemment très impressionnant de voir un Concorde dans des débris fumants, si vous voulez. Et là, en fait, comme malheureusement il y avait personne à sauver, d'accord, je me suis surtout chargée des personnels funéraires, c'est-à-dire des personnes qui souvent étaient des gens très jeunes, qui venaient récupérer des restes que les pompiers leur remettaient, donc vous imaginez la chaîne de travail, hein, et donc qu'ils portaient. Oui, le portage de restes, c'est pas facile. Et donc, ces équipes de jeunes gens, très jeunes gens, je leur ai dit, écoutez, on fait ce qu'on peut. C'est la première fois, évidemment, qu'un Concorde a un accident. Donc, on va travailler de façon tout à fait authentique. C'est-à-dire que vous allez faire votre travail, vous allez aller chercher les restes, vous allez aller les rapporter. Je ne vais pas donner de détails. Et après, et tous les jours, on se réunit et on parle de ce que vous avez ressenti. Parce qu'effectivement, le ressenti, comme vous le voyez, porte à la fois sur l'idée absolument impossible qu'un avion, bon, évidemment, il y en a eu des catastrophes aériennes, mais qu'un tel avion s'écrase au sol. D'autre part, il y avait des personnes, malheureusement, dans un hôtel qui ont été tuées dans le cadre de cet accident. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'avez-vous ressenti? Que pouvez-vous en dire? Et voilà, moi-même, que puis-je faire pour vous écouter, pour vous permettre d'aller mieux? Parce que ces jeunes gens, je ne souhaitais pas qu'ils aient des images traumatiques. Et les images, vous voyez, elles sont de toutes sortes. Elles peuvent être visuelles, bien sûr, la vue d'un avion en débris, si vous voulez, c'est très impressionnant. Mais après, il y a les sons. Par exemple, les sons des sirènes de police. Hein. On le sait quand on accompagne quelqu'un qui a perdu un proche en l'amenant aux urgences, par exemple. Par exemple, les odeurs. Donc là, l'odeur, évidemment, du feu, etc., des fumées. Et puis enfin, la pression. Il faut voir quel jour, si c'est un jour de chaleur, nous étions au mois de juillet, si c'est un jour de grande chaleur,
s'il y a une pression, s'il y a une hygrométrie, donc une humidité particulière, etc. Et donc, vous voyez, ici, avec des professionnels, en l'occurrence, on va travailler l'idée qu'il ne faudrait pas que ces images restent fixées dans leur mémoire et que si elles le sont, par exemple moi-même, si vous me dites le crash du Concorde, bah, je visualise immédiatement la scène que j'ai vue, les scènes que j'ai vues. Je les visualise, mais comme j'ai beaucoup travaillé sur ces scènes, sur ces images traumatisantes, finalement, je ne suis pas plongée dans la détresse lorsque je me remémore ces scènes. Hein, même chose, je suis intervenue en Arménie soviétique quand il y a eu le tremblement de terre donc de décembre 1988. Donc là, j'étais sur place également. Bien sûr, on ne peut pas aider à distance, hein, puis les visios n'existaient pas à l'époque. Mais là aussi, si je me remémore personnellement tout ce que j'ai vu, et j'ai vu des choses vraiment très difficiles, eh bien, le travail que j'ai fait, le travail psychique, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que vous aussi, vous avez besoin de faire ce travail-là, finalement me permet de ne pas, vous voyez, de vous en parler de manière tout à fait sensée, sans être absolument écrasé par la douleur ou le stress, parce que ceci engendre du stress. Donc c'est de tout ça dont je voudrais vous parler. Et d'autre part, donc, entre-temps, je mène des recherches, et en particulier, lors de la Covid, nous nous sommes surtout penchés sur l'absence de rite. L'absence de rite, alors funéraire, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de rite funéraire, mais vous le savez, on n'avait pas le droit d'être plus de 10 personnes dans à la fois la cérémonie, le cimetière, d'accord, et puis bien sûr pour accompagner son proche dans sa chambre. Ça, c'était impossible au début. D'ailleurs, ici à Strasbourg, nous avons construit des réunions. On se réunissait une fois par semaine pour répondre aux demandes. Donc, ça s'appelait les cellules éthiques, hein, pour répondre aux demandes de plein de familles qui souhaitaient revoir leurs proches et l'accompagner jusqu'au bout. Et là, vous voyez, on a été amené à faire des réponses, évidemment, en fonction de la réalité, qui était que c'était une épidémie et qu'on ne pouvait pas savoir. Les conséquences auraient été la peste, par exemple. Hein, vous le savez, là, il y aurait eu un interdit encore plus puissant que celui qui a porté sur la Covid. Et la peste, comme vous le savez, n'a pas été totalement éliminée. Hein. Ça peut être aussi une menace pour nous. Donc ça, c'était la première étude sur l'absence, l'empêchement de rites. D'accord? Donc ça, je vais vous en parler. Et puis, la dernière étude actuelle, c'est sur les effets de la sédation sur le deuil du conjoint. Donc là, vraiment, la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Hein, vous connaissez cette possibilité d'utiliser le midazolam, donc un anxiolytique, un psychotrope qui permet d'abaisser complètement la vigilance de la personne, d'accord, qui va mourir. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Peut-elle parler? Pas parler? Peut-elle garder les yeux ouverts? Ne pas les garder? Est-ce qu'elle présente un visage apaisé ou au contraire, parfois certains interprétés comme des sortes de spasmes de l'agonie, hein? Tout ça est très difficile à vivre, bien évidemment. Et d'autre part, nous nous sommes appesantis surtout sur la communication, c'est-à-dire les échanges de la personne qui va mourir avec ses proches. Et donc, j'ai vu les plaquettes de Jalmalve à propos des directives anticipées. Donc ça, c'est très beau, les directives anticipées, évidemment, bien sûr. Sauf que les directives anticipées, vous le savez, puisque vous allez aussi dans des services, des unités de soins palliatifs, les directives anticipées n'ont rien à voir avec la panique. Si je vais mourir dans quelques heures, si on m'a donné le produit, etc. Mes directives anticipées, en fait, non. Je ne sais plus de quoi il s'agit. Hein. Donc là, sur les effets sur le deuil du conjoint,
C'est-à-dire que là, nous avons été amenés à choisir, parce qu'on ne pouvait pas dire le deuil des familles, le deuil des enfants, on a choisi le deuil du conjoint. Et là, montre qu'il y a vraiment, mais alors là, vraiment, mais je ne vous apprends rien, bien évidemment, il y a vraiment des difficultés de communication. C'est-à-dire qu'entre la narration donc, de la vie de la personne qu'elle peut faire, qu'elle peut nous faire, vous faire, et le discours, les paroles prononcées auprès du médecin pour dire voilà ce que je veux, ce que je ne veux pas. Oui, ce que je veux quand je vais bien, mais quand j'ai mal, tout ce que je veux peut changer. Et donc, tout ceci joue un rôle vraiment considérable sur, alors, pas seulement la mort de la personne, donc la mort, effectivement, va se produire. Et là, alors, je voudrais juste qu'on distingue le mourir, qui est la traversée de la mort, c'est-à-dire j'étais vivante, je meurs, et après, je suis morte. Vous voyez ? Donc, la mort, c'est un état. Tandis que le mourir, c'est un devenir, c'est une action en fait. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, quand des personnes quand nous remplissons nos directives anticipées et que nous disons, voyons, qu'est-ce que je veux au sujet de mon mourir ? C'est-à-dire, est-ce que je veux être réanimée ? Bien sûr, si je peux être encore consciente. Est-ce que je souhaite être complètement somnolente, ne pas me rendre compte de ce qui se passe, ou bien est-ce qu'au contraire, je souhaite vivre ma mort, vivre mon mourir. D'accord ? Et si vous regardez le XVIIe siècle, si vous lisez La Fontaine ou Molière, nos grands auteurs français, vous allez voir que les gens veulent traverser leur mourir, contrairement à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que nous disent les patients. Là, je parle des patients en fin de vie. Ils nous disent surtout, je voudrais m'endormir. Je ne veux surtout pas me rendre compte de ce qui se passe. Or, vous voyez que le mourir a changé. Donc ça, ça donne beaucoup de difficultés à se comprendre entre, par exemple, les conjoints et leur conjoint donc, qui va mourir. Parce qu'en fait, cette mort, elle ne se passe pas du tout comme prévu, évidemment, elle n'est pas prévisible par essence, mais d'autre part, on ne s'était pas dit les mêmes choses. C'est ça qui est embêtant. Et donc, pour la nature du processus du deuil, notre problème, donc quand je dis notre problème, c'est à nous, bénévoles, accompagnateurs, psychos, tout ce qu'on veut, d'accord ? Notre problème à nous, c'est qu'il y a des changements majeurs de cette volonté et même de ce discours, ou si jamais il n'y avait pas de changement majeur, en fait, il y aurait surtout un malaise qui peut conduire parfois certains patients qui vont mourir à fermer leur bouche, fermer leurs yeux. Et donc souvent, on se dit, bon, là, c'est un accès mélancolique, par exemple, en termes psychiatriques, c'est-à-dire une dépression grave qui fait que la personne ne souhaite plus être en contact avec le monde, avec les autres. Mais pas forcément. Vous voyez, ça peut être aussi lié à certaines attentes concernant le mourir, tout simplement, et qui font que la personne se rend compte qu'en fait, elle n'y arrive pas, ce n'est pas du tout ce qu'elle avait prévu. Donc voilà le petit préambule. Et donc maintenant, on va... Alors, je vous préviens tout de suite. Donc là, j'ai écrit certaines choses qui relèvent, vous voyez, d'une vision globale. On est bien d'accord, d'une vision globale de la mort et du mourir. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une vision psychologique, c'est une vision plutôt anthropologique. Donc effectivement, je suis aussi anthropologue. Qu'est-ce que l'anthropologie ? L'anthropologie, c'est l'étude des représentations collectives d'un phénomène. Donc l'anthropologie de la mort, ouvrage bien connu écrit par Louis-Vincent Thomas. Voilà, Louis-Vincent Thomas, notre grand anthropologue français, recteur de l'Académie de Dakar,
donc qui avait des connaissances sur l'Afrique et qui a trouvé finalement une sorte de symbolique première en Afrique, les peuples africains, berceau de l'humanité, hein, comme vous le savez, donc dans les études paléontologiques, visiblement, le lac Victoria serait le berceau de l'humanité, c'est-à-dire là où certains homos, d'accord, des espèces humaines, se sont différenciés jusqu'à devenir au moins Homo erectus, et puis ensuite les Homo sapiens, il y a 300 000 ans. Donc ça fait pas longtemps, 300 000 ans, par rapport au premier Homo qui date de moins 6 millions d'années. Vous voyez l'évolution qui a eu lieu jusqu'aux Homo sapiens, donc homme de Néandertal, Homo sapiens sapiens, homme de Cro-Magnon. D'accord ? Donc les deux espèces qui ont vécu ensemble. Et ces deux espèces ont des rites funéraires. D'accord ? Donc, je me place au niveau des temps modernes. Donc la mort a toujours fait l'objet d'une préparation culturelle intense. Ça, c'est la première chose, évidemment, qui est la base. Bien sûr, dans les espèces humaines, puisque malgré tous les débats, pour l'instant, il n'y a que les espèces humaines qui ont une culture, même si on prétend, effectivement, certains macaques du Japon lavent des fruits et apprennent à leurs enfants à laver des fruits. Bon, je veux bien, mais je ne parle pas de cette culture-là essentielle, mais minime. Là, je parle des grandes cultures humaines. Donc, dans ces grandes cultures humaines, on a toujours sacralisé la mort de l'humain. Et attention, quand je dis ça, tout de suite, mon regard se tourne vers les esclaves. Les esclaves romains. Alors évidemment, on peut remonter encore les esclaves étrusques, les esclaves égyptiens, nubiens, tout ce qu'on veut, etc. Bah eux, je suis désolé, mais ils n'avaient pas de tombe. Hein. Et franchement, la sacralisation de la mort des esclaves, bah non, il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. Donc vous voyez, sacralisation de qui ? Des citoyens. À Rome, évidemment, c'est la citoyenneté qui joue quasiment le rôle de donner une valeur à l'être humain. Les citoyens romains, mais quand on devenait citoyen romain, mais attendez, il fallait attendre l'âge de 7 ans. Donc en dessous de 7 ans, on faisait quoi ? Alors, c'est vrai qu'on a quand même retrouvé des tombes. À Nîmes, par exemple, si vous avez visité le musée des Romanéités à Nîmes, c'est un musée qui vient d'ouvrir assez récemment, je crois, il y a à peu près 5 ans, vous allez voir des stèles funéraires pour des bébés. Oui, c'est incroyable. Alors que dans la majorité des cas, il n'y a pas de sépulture pour les bébés. Mais là, c'est pas n'importe quel bébé, bien entendu. C'est le bébé d'une famille qui a du pouvoir. D'accord ? Donc, en fait, la sacralisation de la mort, oui, d'accord, chez les puissants, chez les riches. Et évolution de tout cela en Occident. Donc là, je me réfère, bien sûr, à des grands auteurs comme Philippe Ariès, Edgar Morin, Michel Vauvel, tous ces auteurs qui ont travaillé sur l'anthropologie de la mort, donc les représentations collectives de la mort. Donc, toutes ces personnes constatent une diminution de cette sacralisation. D'accord ? En particulier, bien sûr, on va le voir avec la Shoah. Hein, puisque la Shoah, il faut bien avoir une idée en tête, c'est... Il y en a qui dorment là. Je vois qu'il y en a qui dorment. Zut, zut, c'est le postprandial. Zut, j'ai pas de chance. Oui, mais oui, mais oui. Donc, non, mais je suis habitué, vous inquiétez pas. Au contraire, si ça vous berce, tant mieux. Donc, nous voilà malheureusement à parler d'un sujet qui n'est pas du tout marrant, c'est qu'avec la Shoah, donc on a
on a 6 millions de morts pour des raisons purement, bah oui, d'existence culturelle. Au fond, ce sont bien les cultures juives d'Europe qui ont été anéanties. Mais la Seconde Guerre mondiale donne au total quand même 50 millions de morts. D'accord? Donc plein de civils, évidemment, de toute culture. Mais donc pour la Shoah, le pire dans la désacralisation, c'est bien qu'il y a eu 6 millions de morts, mais surtout que ces morts, quoi? On n'a pas pu célébrer leur rite. Vous voyez? Parce que c'était du vent. Et donc là, il a fallu travailler les aspects symboliques des effets de la Shoah. C'est très important parce qu'on va me dire, bah oui, bah vous voyez, la crémation, bah oui, c'est ce qu'on fait, la crémation, mais on s'occupe quand même des restes dans la crémation. Mais là, dans la Shoah, non, on ne s'occupe pas des restes. Vous voyez, donc c'est ça la désacralisation de la mort. Donc, effectivement, à partir du XXe siècle, la mort semble réduite à sa forme biologique. Et d'autre part, et c'est ça qui est très intéressant d'un point de vue culturel, le rêve d'immortalité. Ça fait partie de l'espèce humaine, ça. Hein. Je suis désolée, on a un gros cerveau, il ne faut pas oublier, un gros cerveau qui nous permet sans cesse de nous projeter vers l'abstraction. Oui, l'espèce humaine a cette qualité-là. Alors évidemment, vous allez me dire, mais pour l'instant, comme on n'a pas le langage des autres espèces, peut-être qu'on ne sait pas si les gorilles, les bonobos se projettent aussi vers l'abstraction. Au fond, ils ne nous l'ont pas dit et ils ne nous l'ont pas non plus transmis comme connaissance. Hein, donc là, ce que je vais dire s'appuie sur les connaissances en éthologie, c'est-à-dire dans la connaissance des espèces animales dont nous faisons partie en tant qu'humanimal. Et donc, les humanimaux, donc les espèces humaines qui rêvaient d'immortalité, ont conçu les religions. D'accord? Puisque les religions permettent de croire qu'on est immortel. D'accord? Mais ces religions diminuent aujourd'hui leur obédience, hein, il y a moins de gens croyants, même si on a le sentiment, avec les voyages du pape, par exemple, qu'il y aurait en Afrique des populations qui seraient maintenant très, très croyantes, etc. Tant mieux. Mais en Occident, en tout cas, ces croyances en l'immortalité, aujourd'hui, se déplacent sur les sciences. D'accord? Et donc, c'est ce que nos patients nous disent. Ah bah, heureusement, avec les progrès de la médecine, on va réussir à guérir mon cancer, on va réussir à faire ceci, à faire cela. Oui, c'est sûr, on avance, mais pas forcément dans le combat contre la mort. Et donc, comme le disait Louis-Vincent Thomas, l'homme achoppe sur la mort. Le problème, c'est la mort. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment à une frontière, à une charnière, on va en parler, avec les IA, avec toutes les métamorphoses du monde virtuel. Ne serait-on pas en train d'atteindre une immortalité, mais qui passerait par le virtuel? Bon, tout ça, ça a déjà été largement parlé dans des romans de science-fiction, etc. Donc, il n'y a rien de nouveau, si vous voulez, sous le soleil, si ce n'est qu'aujourd'hui, ça pourrait être possible. Donc, ça, ce sont des questions quand même très intéressantes. Donc, croyance, vous voyez, déplacement des croyances d'une forme de spiritualité vers, au contraire, une matérialité de la lutte contre la mort, et d'autre part, une diminution de la socialisation autour de la mort. C'est-à-dire que justement, la Covid nous l'a montré, la pandémie de la Covid nous l'a montré, voilà, interdiction d'aller entourer nos morts, et donc désintérêt pour le rituel finalement, ou bien réclamation pour le rituel, mais un rituel minimal finalement, tel qu'il était autorisé par l'État. Donc voilà, la mort est moins sociale, moins socialisée, elle devient plus psychologique. Alors ça c'est vrai, en tant que psychologue, je ne peux que le constater. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se pose des questions sur ma mort. Vous voyez, chacun se dit ma mort, comment ça va se passer, etc. Bon, vous le savez, on a fait des études
enfin vous le savez, je vous l'apprends plutôt, on a fait des études sur qui pense à la mort. Alors, qui pense à la mort? Les hommes, les femmes? Qui pense à la mort? Tout le monde, non. Ah non, justement, il y a une grande différence. Bah, bien sûr, évidemment. Les femmes pensent à la mort. Et surtout, les femmes qui ont passé la soixantaine. Elles pensent beaucoup plus à la mort. Les hommes s'échappent de la mort. Oui, c'est vrai, de la pensée à la mort, pardon. S'échappent de la pensée à la mort, ou alors prennent la posture d'un philosophe, d'un médecin, d'un sachant. Vous connaissez tout ça. Hein? Donc, les femmes s'adresseraient à la mort, se questionneraient sur la mort, s'occuperaient également des rituels, parce que ça, on ne l'a pas fait, mais dans la cérémonie funéraire, qui est-ce qui va prendre en main la cérémonie? Quand il y a une femme, je vous garantis que c'est la femme. Ouais. Donc, vous voyez que là, il y a quand même une très grande différence dans notre société. Donc, les femmes s'occupent, pensent à la mort. Alors, est-ce qu'elles pensent à la mort en termes spirituels? Sans aucun doute, spirituels. En termes matériels, oui, c'est évident, ça c'est vrai. Et puis, en termes pérennes, c'est-à-dire intergénérationnels. Alors là, je m'adresse plus aux historiens de la famille, par exemple François de Singly, hein, qui a beaucoup écrit sur la famille occidentale, bien sûr. Et donc, oui, les femmes s'occupent des familles, mais y compris de la belle famille. Oui, ce sont les femmes qui organisent, là c'est François de Singly qui parle, ce sont les femmes qui organisent toutes les réunions de famille, etc. Ce sont des fois les femmes qui s'occupent de leur belle-mère, comme au Japon. Vous savez qu'au Japon, l'une des grandes causes du non-travail des femmes, c'est que les femmes s'occupent des belles-mères, et de leur mère aussi, bien sûr. Mais en tout cas, voilà une manière de s'occuper d'une mort domestique, vous voyez, mais qui pose question finalement. Et franchement, ça me pose question en tant que femme. Je me dis, mais pourquoi les femmes ne s'occuperaient que du concret? Pourquoi les femmes ne s'occuperaient que du domestique? Pourquoi les femmes ne s'occuperaient que du matériel? Pourquoi n'auraient-elles pas une vue, une vision spirituelle de la mort, intellectuelle ou abstraite? Vous comprenez bien que la demande des femmes prêtres, prêtresses ou évêques a à voir avec tout ça. Ben oui, tant que les femmes ne pourront pas être prêtres, prêtresses ou évêques ou papes ou papesses, eh bien, la spiritualité sera déléguée aux hommes. Mais bien sûr, tout ceci est une question très intéressante de partage, bien sûr, de partage des tâches et des missions. Vous voyez, ce n'est pas juste les tâches. Donc, les rites de transition ou rites de passage, passage rites. D'accord, je vous le dis en anglais parce que souvent on le retrouve en anglais et puis je travaille beaucoup à l'international, donc franchement, ce PowerPoint là, je le fais plutôt en anglais. Mais donc, passage rites, donc les rites de transition, transition, et là, Colin Murray Parks, qui est un psychiatre anglais avec qui j'ai pas mal travaillé, et avec Michel Anus, nous avons suivi des stages en Angleterre, au Royaume-Uni, à Londres, au St. Christopher's Hospice. Nous sommes allés là-bas pour nous former, bien sûr. Donc voilà, vous pouvez y aller aussi, bien sûr. Donc on a étudié vraiment tous les rites de transition, les rites de passage. Donc, qu'est-ce qu'un rite de transition? D'accord. Donc, c'est un moment de changement. C'est-à-dire que je quitte un état, je quitte un groupe pour gagner un nouvel état, un nouveau groupe. Prenons le cas de la mort. Je quitte un état, l'état d'être vivant. Je quitte le groupe des vivants pour gagner un nouvel état. Alors vous allez me dire, gagner, vous êtes sûr? Bah oui, bien sûr, gagner. Je suis dorénavant morte et du côté des morts. Les morts sont ma nouvelle compagnie.
D'accord? Ça, évidemment, vous allez me dire, oh, bah, c'est une fiction, ça, c'est vous qui racontez ça. Oui, certes, mais encore une fois, la fiction est rapportée par l'ensemble des sociétés. Les sociétés le disent. Il y a une nouvelle société, la société des morts. On va au cimetière, on va voir son arrière-grand-mère qui est enterrée avec, à gauche, il y a, je vais parler de la réalité, hein, au cimetière du Montparnasse. Donc, à gauche, il y a Jacques Chirac. À droite, il y a Serge Gainsbourg. Puis plus loin, Jane Birkin, voilà, qui sont là. Il y a également Guy de Maupassant, qui est ici. Il y a également Paul Belmondo, le père de Jean-Paul Belmondo, le grand sculpteur. Et donc, sa tombe est absolument magnifique. Et tout ceci entoure la tombe de mes parents. D'accord? Donc c'est pour ça que je connais bien ce cimetière. Bah oui, je le connais par cœur puisque j'y vais forcément assez souvent, comme vous vous en doutez. Et je me dis, oh, qu'est-ce que mes parents sont bien entourés. C'est formidable. C'est formidable. Et vous voyez, dans une fiction totale, en plus de ma part, dans une fiction totale, je suis heureuse, apaisée, sereine, par toutes ces présences autour de mes parents. Vous voyez? Donc c'est ça. Les rites de transition, ce serait aussi merveilleux que cela si, par exemple, mon souhait de traitement de mon cadavre, finalement, arrivait, aboutissait à quelque chose d'aussi apaisé. Parce que je ne vais pas dire que c'est joyeux, je dis que c'est apaisé. C'est-à-dire que on quitte une société, vous voyez les rites de transition, la société des vivants, et on arrive dans une autre société, la société des morts. Et de plus, comme vous le constatez, ces morts sont assez stables, relativement... Non, je dis bien relativement stables, parce que si je regarde, par exemple, vous savez, à Paris, il y a eu le déménagement du cimetière des Innocents. Bah, à cette occasion, je suis désolée, les pauvres corps, enfin les restes, ont été un petit peu balancés quand même dans les catacombes. Non, il faut le dire, ça. Donc, vous voyez que, gardons raison, hein, ceci est valable pour quelques petites générations. C'est tout. Avec l'humusation, on va voir que c'est complètement autre chose. Mais, là aussi, l'idée de regagner la nature et éventuellement de donner lieu à une plantation et surtout un arbre qui, en général, vit assez longtemps, ceci me donne une bonne compagnie, l'idée d'une bonne compagnie pour mes aïeux et pour moi-même. Vous voyez, donc, les rites de transition se modifient petit à petit, en fait. Et donc, Claude Lévi-Strauss, qui les a étudiés dans le détail chez les Tupinamba, par exemple, au Brésil, eh bien, il a vu que, oui, il y avait des représentations, des rites funéraires, etc., mais que, bon, ça durait que quelques générations, parce que entre-temps, la vie changeait, et donc, il y avait des modifications. Voilà. Donc, le temps du rite, en tout cas, dans toutes les civilisations, ça c'est quand même très important à noter, le temps du rite est partagé. Partagé. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont là. Il n'y a pas de rite avec une seule personne. Vous voyez l'idée que les entreprises funéraires, par exemple, si jamais une personne meurt et est seule, eh bien là, les entreprises funéraires délèguent une personne, un employé, pour faire la cérémonie, le cortège, la cérémonie funéraire, etc. Vous voyez, donc il n'y a pas de rite avec rien ou une seule personne. Donc ça, c'est important, cette collectivité. Et d'autre part, donc, j'ai mis la mort qui entraîne potentiellement le chaos dans chaque société, finalement, est apaisée par la répétition du rituel. C'est-à-dire que là, ce que je viens de vous décrire au cimetière, vous voyez, quelque part, ce qui me rend sereine, c'est l'idée que, pour moi, ce sera la même chose. Vous voyez, donc, l'idée de la répétition est quelque chose qui nous réconforte.
Donc pour l'instant, ça marche comme ça. Donc les rites funéraires sont des rites de transition, comme je vous l'ai décrit, hein, je quitte les vivants, je vais gagner le groupe des morts, et je me pose la question du nombre de rites de transition d'une existence humaine. Alors là, pour ce faire, j'ai consulté un ouvrage, des ouvrages, mais le fameux ouvrage d'Arnold van Gennep, V-A-N, plus loin, G-E, 2-N-E-P. Arnold van Gennep est, contrairement à ce que son nom le signifie, est un Français. Mais il a décidé de prendre le nom de sa mère. Et sa mère était néerlandaise, enfin, plutôt des Pays-Bas, on va dire. Et donc, Arnold van Gennep a étudié vous entendez bien, tous les rites de transition en 1909. Il a fait le tour de la France, et là, il y a un énorme chapitre sur l'Alsace qui est absolument passionnant, sur tous les rites en Alsace. Donc, quels sont les rites de transition? Rites de naissance ou rites d'accueil, rites de puberté. Je quitte le groupe des enfants et je rejoins le groupe des jeunes pubères, on va dire, parce que l'adolescent, vous le savez, ça n'existe que depuis 1970, donc il n'y avait pas d'adolescent avant. Hein, donc, rite d'accueil, de naissance, rite de puberté, rite d'alliance, les mariages, Pâques, enfin tout ce qu'on veut, rite des saisons. Là, il y en a beaucoup en Alsace, évidemment, mais dans tous les pays de France aussi. Les rites propitiatoires, donc ça, vous savez, c'est ce qui consiste à faire un sacrifice. Donc là, on connaît ça, puisque les humains font ça depuis toujours. Ils donnent quelque chose à une abstraction, un dieu ou une entité, et en échange, ils récoltent ce qu'ils croient être la sécurité, gagner la guerre. Enfin, on a tous lu notre histoire de Grèce, de France, etc. Donc, les rites propitiatoires, ok. Les rites de mort et les rites de deuil. C'est pas la même chose. Hein. Les rites de mort, c'est accompagner le mort, d'accord. Et les rites de deuil, c'est chaque année célébrer la fête des morts, reprendre le deuil avec son aimé, son être aimé, et puis éventuellement, on en parlera à Halloween et des choses comme ça. Donc, en fait, tous ces rites, vous voyez, rite d'accueil, franchement, j'étais pas consciente quand je suis née. Rite de puberté, ok, ça j'y ai bien assisté pour moi-même. Rite d'alliance, oui, j'y ai assisté. Rite des saisons, pas vraiment à notre époque. Enfin, je ne sais pas s'il y a des rites aussi, on va dire Pâques, Osterputz, enfin des choses comme ça. Est-ce que c'est un rite de saison? Oui, tout à fait. Rite propitiatoire, bon, je ne sais pas. Rite de mort et rite de deuil. Donc en fait, Arnold van Gennep avait fait le point sur les différentes régions de France et il avait calculé que chaque personne assistait environ à 19 rites dans sa vie, hein, dont rite de puberté, rite d'union, etc. Donc aujourd'hui, franchement, quand on se pose la question, l'ensemble de ces rites, vous voyez, donc ces 19 rites, en fait, sont réduits à peau de chagrin. Franchement, mariage, ok, rite de naissance, mais enfin, bon. Voilà. Donc finalement, on n'assiste qu'à très peu de rites. C'est pour ça qu'on a du mal avec les rites. Donc, aujourd'hui, on voit surtout dans les rites l'expression émotionnelle. Hein, donc pour les rites de mariage, il peut y avoir de la joie, du bonheur, encore que ce n'est pas sûr. Hein. Mais oui. Et pour les rites de deuil, c'est souvent la souffrance qui s'exprime. Et alors là, la modification dont je voudrais vous faire part, c'est-à-dire que j'essaie de mettre des mots dessus, je sais bien que vous la constatez, cette modification, mais des fois, avec les mots, vous voyez qu'on partage à plusieurs, et vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr, on est mieux placé pour voir de quoi il s'agit. Donc, souvent, dans les rites de deuil, c'est surtout la souffrance qui s'exprime. D'accord ? Et aujourd'hui, pire encore, avec cette demande qui est faite à la science, aux sciences, vous voyez, on
qualifie cette souffrance avec des termes psychiatriques. Voilà. Et ça, c'est notre gros problème dans notre société, et surtout en France. Vous le savez, on est les champions de la consommation de psychotropes, c'est-à-dire de médicaments qui agissent sur la psyché. C'est pas pour rien, bien sûr. C'est que, par exemple, le chagrin, la tristesse sont tout de suite interprétés sous un angle psychopathologique, voire psychiatrique. D'accord ? Et donc, le deuil, ou encore les rites de deuil, par exemple, on les aime pas, déjà, premièrement, et ensuite, on les interprète de façon très, très catégorielle. C'est-à-dire qu'on va vous donner des séries d'étapes. Je vais reprendre Elisabeth Kubler-Ross, mais Elisabeth Kubler-Ross, vous le savez, hein, les fameuses étapes du deuil sont le deuil de soi, en réalité, car Elisabeth Kubler-Ross a accompagné à peu près 1000 à 1500 personnes qui allaient mourir. D'accord ? Donc, elle connaît pas le deuil, elle connaît le deuil de soi d'une personne qui va mourir. Donc, c'est autre chose. Mais en tout cas, les débuts des travaux sur le deuil, des travaux modernes sur le deuil, sont plutôt axés sur les fameuses étapes d'Elisabeth Kubler-Ross, donc cette psychiatre suisse qui a émigré aux États-Unis. Et donc, on a pu, comme ça, catégoriser le deuil et éloigner, évidemment, l'angoisse. Comme toujours, hein, l'humain fait toujours comme ça. Il divise, il généralise, il retranche. C'est son procédé intellectuel. Donc, le deuil est interprété aussi aujourd'hui en termes éthologiques. Vous en avez sûrement entendu parler. Donc, l'éthologie, c'est l'étude de toutes les espèces. Hein. Donc, éthologie humaine pour les comportements des humains, éthologie pour les singes, éthologie des éléphants, tout ce qu'on veut. Hein. D'accord. Et donc, aujourd'hui, une nouvelle interprétation du deuil est celle de la rupture de l'attachement. C'est-à-dire qu'on perd quelqu'un, on rompt un lien, et donc cette rupture de lien induit un changement d'état et donc un état dépressif. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas, aujourd'hui. Donc, en fait, le deuil n'est pas ces catégories-là, que même Elisabeth Kubler-Ross, enfin, j'admire tout à fait son travail, mais non, le deuil, c'est pas ça. Le deuil, c'est à la fois social, donc on l'a vu, puisque d'un seul coup, il manque quelqu'un dans la société. Et d'autre part, comment grandir si, par exemple, j'ai perdu mes parents, mes grands-parents, les générations antérieures auxquelles je m'identifiais, desquelles plutôt je bâtissais un idéal, je bâtissais aussi l'image de moi-même, etc. Donc finalement, aujourd'hui, le deuil serait non seulement la perte d'un attachement à quelqu'un, mais de plus, et ça c'est plutôt Sigmund Freud qui a écrit à ce sujet-là, mais de plus une partie de mon moi. Oui. Et donc cette partie de mon moi est aussi en deuil. Cette partie qui cherchait à s'identifier par exemple à mes parents. Vous voyez ? Donc, comment faire avec cette perte-là, qui cette fois-ci n'est pas tangible, parce que je n'ai pas le corps de mon vieux moi comme ça qu'on va enterrer, etc. Ce serait une jolie cérémonie d'ailleurs, ce serait intéressant. Mais non, ça ne fonctionne pas. Et donc aujourd'hui, moi je prône plutôt une approche globale, donc à la fois anthropologique, psychologique, et d'autre part, donc, c'est vrai, culturelle, puisque selon les cultures, le traitement en particulier des corps n'est pas le même. Prenons par exemple le cas des funérailles célestes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les funérailles célestes, donc, c'est plutôt pratiqué au Tibet, et donc ici, le groupe familial va emmener son défunt, d'accord, va emmener son défunt dans un lieu spécifique où attendent des vautours. Voilà. Et donc, le
corps va être dénudé, bien sûr, par un officiant. Ce n'est pas la famille qui fait ça, je vous rassure. Et les vautours qui sont là, voilà, vont manger ces restes. D'accord? Donc céleste, évidemment, c'est un euphémisme, vous l'avez compris, hein, c'est très joli. Mais enfin, la réalité, c'est que voilà, le corps termine là dans l'estomac des vautours. Bon, pourquoi pas? Finalement, pourquoi pas si, justement, la cérémonie funéraire a eu lieu avant. C'est-à-dire qu'on a fêté le mort, on a célébré sa vie, la transmission, tout ce qu'il a fait pour nous, etc. Et maintenant, finalement, cette ingestion par les vautours n'est qu'un élément matériel, un petit peu comme dans l'humusation. Vous savez, quand on vous dit votre corps va être transformé en compost, vous voyez ce mot de compost, de mon point de vue, justement, et ça j'en discute beaucoup avec Humusation France, de mon point de vue, ça ne va pas. Parce qu'il manque une sacralisation. Il faut quand même qu'on sacralise. C'est la même chose pour incinération, hein. Nous avons demandé à la Société de thanatologie à l'époque, à l'Académie française, de créer le mot crémation, qui existait déjà, mais le verbe surtout crématiser. Parce que justement, nous ne souhaitions pas que incinérer soit employé pour les morts humains. Voilà. Et ça a été accepté. Vous voyez, c'est intéressant quand même, puisque c'était un néologisme, hein. Il n'existait pas ce mot. Mais aujourd'hui, on ne dit pas incinérer un corps humain. D'accord? Voilà, exactement. Donc on emploie un terme spécial, spécifique. Vous voyez, c'est ça la sacralisation, hein. C'est réserver des termes pour l'étude de la mort humaine. Donc, approche globale, immersion dans le contexte culturel, et bien sûr que les études sur le deuil doivent franchement dépasser la case psychiatrie. Vous voyez, donc là j'ai écrit un article qui s'appelle « Comment le deuil est passé de la culture à la psychiatrie », surtout en France, et heureusement grâce à vous ce n'est pas le cas, mais c'est un vrai grave problème. Parce qu'effectivement, si le deuil devient un symptôme psychiatrique, vous comprenez bien qu'on va le traiter. On va le traiter avec des médicaments, avec des thérapies, je ne sais pas quoi, et puis le deuil social, il n'y en aura plus. Et le deuil culturel. Donc ça ne va pas du tout, franchement. Voilà, donc la psychologie qui posait d'abord la question sous un angle philosophique et phénoménologique, donc c'est ce que je viens de vous dire, finalement est passée, vous voyez, à une catégorisation psychiatrique. Donc ça, c'est très embêtant. Et franchement, en tant que psychologue, vous voyez, je dis bien que c'est la psychologie au sens large. D'accord ? Donc elle a réduit la spiritualité aux croyances collectives, donc des croyances. Donc, vous comprenez, c'est pas très scientifique tout ça. Et au résultat de l'influence sociale. Ah bah oui, vous allez dans un groupe qui pleure, bah vous allez pleurer aussi. Surtout si vous êtes une femme. Oui, oui. Pourquoi ? Parce que dans l'enfance, les femmes sont autorisées à pleurer, contrairement aux petits garçons, si vous voulez, hein. Donc les petites filles ont le droit de pleurer. Donc ça, c'est embêtant aussi. Hein, vous voyez, dans d'autres groupes, vous inquiétez pas, hein, il y a d'autres groupes où ce sont les hommes qui pleurent, et ce sont les hommes qui pleurent pour manifester leur joie. Par exemple, lorsqu'ils accueillent un étranger. Vous voyez, ça, c'est des groupes d'Indonésie, donc c'est juste pour vous dire que les pleurs, c'est pas ce qu'on croit, uniquement les femmes qui pleurent, etc. Donc, finalement, la psychologie a délégué la spiritualité aux religions, hélas, et n'a gardé que le côté un peu psychopathologique, ce qui est lamentable de mon point de vue, hein. Donc les changements historiques, on vient de les voir, donc les deux grandes guerres mondiales, la perte des croyances religieuses, l'individualisme croissant des sociétés occidentales, la globalisation et la médicalisation des grands passages de la vie. Alors bien sûr, je ne vais pas critiquer l'accouchement, par exemple, l'accouchement médicalisé. Ben non, parce que c'est ce qui permet quand même de sauver des femmes et des bébés. C'est ce qui permet aussi, avec la péridurale, de ne pas accoucher dans une détresse majeure à cause de la douleur.
Hein, donc, ne jetons pas l'eau avec le bébé du bain, mais voilà. Avec l'eau avec le bain du bébé. Le bébé avec l'eau de son bain. Merci. Vous voyez que c'est bien que vous soyez bien présents. D'accord. Donc, début du XXIe siècle, alors là, on y est en plein dedans, marqué par ce qu'on appelle les eschatologies. Alors, l'eschatologie, ça signifie tout simplement la vision de la fin du monde. C'est ça, l'eschatologie. Donc, les eschatologies, il y en a toujours eu. L'an 1000, par exemple, a donné lieu à une eschatologie absolument dantesque, c'est le cas de le dire. Et puis, nous, c'est quoi? C'est les catastrophes écologiques, c'est les catastrophes technologiques liées à l'anthropocène. C'est-à-dire, la catastrophe vient de l'humain. C'est vrai, absolument. L'individualisation de la mort et du deuil, le contrôle des conditions naturelles du mourir, d'accord ? Et enfin, le refus de la temporalité de la mort. Ouais, ça c'est vraiment assez incroyable. Alors vous savez, vous n'avez pas besoin de prendre de notes parce que ce document, il est à Jalmalve. Je le donne à Jalmalve, donc vous l'aurez. Mais bien sûr. Mais voilà, enfin bon, bref, non mais je ne veux pas vous embêter. Et donc, refus de la temporalité de la mort, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aime pas mourir. On ne veut pas mourir, en réalité, la plupart du temps. Mais finalement, aujourd'hui, on déplace ça sur le vieillissement. On ne veut pas vieillir, on ne veut pas mal vieillir, etc. Donc ça, c'est effectivement un changement tout à fait moderne, lié au XXe siècle et maintenant au XXIe siècle. Donc, bon, j'en ai parlé, je veux juste mettre un petit mot sur le suicide, parce que, actuellement, pour la fin de vie, vous voyez, suicide assisté, d'accord ? Donc, les lois des différents pays européens font une place spéciale au suicide. On est d'accord. Donc, soit le suicide est assisté comme en Suisse, soit le suicide est masqué et transformé en volonté de ne plus souffrir ou de ne plus lutter contre la maladie. Or, le suicide assisté vous donne une idée aussi de la solitude. Alors vous me direz, oui, mais en Suisse, ils invitent toute leur famille. Oui, c'est vrai. Ils invitent toute leur famille, ils sont une vingtaine dans la chambre d'hôtel, parce que ça se passe dans un hôtel. Oui, d'accord, mais le pauvre mourant, enfin, je sais pas, s'il est content d'avoir toutes ces personnes à un moment aussi intime qu'est la mort. C'est un moment très intime. Et au XVIIe siècle, on avait des gens qui disaient « je me tourne contre la paroi », vous voyez, pour, ne pas être vu, ne pas que mon visage soit vu pendant ce moment d'intimité extrême. Donc il y a des gens aussi qui souhaitent être seuls, ce qu'on comprend tout à fait, bien sûr. Donc le suicide est rejeté lorsqu'il est strictement individuel. En effet, moi j'ai comparé différents types de suicides. Le suicide d'un agriculteur célibataire bien alcoolisé, oui, les hommes se suicident plus à partir de, on l'a vu, 60 ans, et donc ils passent à l'acte, donc soit avec l'arme, soit avec la pendaison, hélas. Le suicide agressif qui menace, venge ou condamne, ce qu'on appelle le mourir pour tuer, qui pose des questions aussi sur les terroristes, vous savez, qui veulent se faire exploser, etc. Ils veulent mourir pour tuer. Mais qu'en est-il du suicide chez eux? Moi, j'aimerais leur poser la question, bien sûr. Le suicide du harcelé au travail. Alors aujourd'hui, c'est une des psychopathologies les plus fréquentes. J'ai mon burn-out, je suis en burn-out et je décide de quitter la vie parce que je suis harcelé ou harassé, littéralement, au travail. Et enfin, le suicide du seul rescapé de sa génération. Alors ça, on le voit chez des très grands vieux, c'est-à-dire des personnes très âgées qui ont perdu tous leurs proches, y compris des fois leurs enfants, certains petits-enfants, etc., et qui sont le seul rescapé de la génération. Et ça peut être un suicide par défaut d'identification. Vous voyez? Donc, tous ces suicides-là, oui, ils existent,
Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les prévient? Non. Dans notre société, on a tendance à laisser de côté les gens comme ça, l'agriculteur alcoolisé, l'agresseur, le harcelé au travail, etc. Ces gens sont un petit peu livrés à eux-mêmes et c'est pour ça qu'ils se suicident aussi. Donc, qu'ont-ils en commun? La solitude, le secret, l'absence de parole, la déshumanisation et la désocialisation par la rupture totale avec la société. Tout ça pour dire que dans le suicide assisté, vous voyez, qui ne relève pas de toutes ces conditions, hein, mais quand même, qui fait que la personne demande à mourir avant sa mort naturelle, est-ce qu'on pourrait interroger tout ça? Et à mon avis, c'est notre rôle, je pense, aussi bien en tant que bénévole de Jalmalve qu'en tant que psychologue qui travaille en soins palliatifs, il me semble. À quoi servent les rites funéraires? Voilà. Ce sont des pratiques et des gestes à haute valeur symbolique. Leur répétition est rassurante. Elle nous rassure et elle nous permet d'exprimer des émotions dans un cadre. Combien de gens nous disent « à l'enterrement de ma mère, j'ai pleuré ». Mais depuis, non, j'ai plus pleuré finalement. Est-ce que j'ai épanché toutes mes larmes? C'est des questions que nous posent souvent les personnes. Hein. Non, pas forcément. Simplement, la situation émotionnelle m'a permis de laisser aller mes larmes et c'est pour ça que les célébrations, vous voyez, ritualisées, par exemple la fête des morts, hein, les messes anniversaires, les choses comme ça, célébrations anniversaires pour les morts, elles permettent de retrouver cette ambiance qui permet à nouveau de lâcher ses émotions. Car c'est ça le plus important dans le deuil, c'est d'être capable de s'exprimer. Et enfin, donc, cet accompagnement social et affectif qui permet la mise en mots de l'histoire du défunt et qui limite les somatisations. Alors là, j'ai écrit tout un livre qui s'appelle « Deuil et santé » où franchement, j'ai répertorié les effets du deuil, du processus du deuil bien fait, du processus du deuil largement accueilli par la société sur notre santé. Et c'est absolument incroyable. Ne pas aller aux cérémonies, ne pas aller au cimetière, parce qu'il y a un problème, évidemment. Hein. Ce n'est pas juste parce qu'on ne peut pas y aller, parce qu'on est handicapé ou des choses comme ça. Hein. C'est ne pas y aller parce que ce n'est pas possible, je ne peux pas. Eh bien, tout ça se traduit par des aspects somatiques, psychosomatiques même, en particulier la question du déficit immunitaire. Par contre, sur cancer et deuil, là c'est sûr, il n'y a pas de lien entre deuil et cancer. Non. Je le redis parce que c'est très important, parce que très souvent, des gens nous disent, des patients nous disent, si j'ai un cancer, c'est parce que j'ai perdu mon mari, j'ai perdu, etc. C'est une façon pour eux d'expliquer, mais franchement, sur le plan médical, on n'a pas démontré ce lien. D'accord. En revanche, sur le blanchiment des cheveux, sur les maladies auto-immunes qui vont être déclarées après le stress majeur qu'est le deuil, en particulier le deuil du conjoint, ça, oui, tout ça est démontré. Alors, en France, en Angleterre, au Japon aussi. Là, j'ai consulté toutes les statistiques épidémiologiques au Japon et c'est aussi la même chose. Alors qu'au Japon, on pourrait se dire que, bon, ils ont des rites, c'est vrai, ils ont des rites extraordinaires, surtout pour les bébés. Donc, renversement de l'expression du deuil, ça c'est une idée un petit peu plus théorique. Donc, l'expression du deuil, c'est individualisé. L'intimisation des affects, ça veut dire que je n'ose pas montrer mes émotions et mes affects aux gens, parce que c'est intime. Donc, ne trouve plus d'accueil collectif. C'est-à-dire que notre société n'accueille pas la dépression, la tristesse, etc. Et donc, elle s'exprime en général chez le médecin. Oui. Et le médecin va donner. Qu'est-ce qu'il va donner? Pourtant, on en parle tout le temps. Mais non, pas d'antidépresseurs, surtout pas. Éventuellement des anxiolytiques, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne dorment plus. Plus du tout, plus du tout, à cause du deuil qui réactive évidemment plein de choses, des souvenirs, etc. D'où l'importance que vous soyez là, et moi aussi, puisque j'accueille des fois des familles juste après la mort, hein,
pour que justement tout ce qui va occuper l'espace mental au moment de s'endormir, au moment où cet espace mental est libre, puisqu'il n'y a plus les occupations diurnes de la journée, hein, eh bien, si ça se parle, effectivement, on va éviter ces insomnies épouvantables qui surviennent chez les endeuillés et dont ils se plaignent énormément. Donc aujourd'hui, oui, la collectivité n'est retrouvée que dans les associations, bien sûr, ou lors de grandes catastrophes naturelles ou humaines. Hein. Mais à ce moment-là, malheureusement, le deuil y est confondu avec le psychotraumatisme. Donc c'est un peu dommage, là aussi. Donc soigner la mort, soigner le deuil, bah, ça c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. On nous demande de soigner vraiment au sens médical du terme. Les complications du deuil entrent dans le manuel, le DSM-5, donc le Diagnosis Statistical Manual of Mental Disease, donc des maladies mentales. Hein, on est carrément là-dedans, dans ce manuel. D'accord ? La morbimortalité du deuil renvoie aux facteurs de risque, ok ? Et la souffrance du deuil est comparée à celle d'un accès majeur dépressif. Donc, vous voyez, une catégorie psychiatrique. Donc ma question, c'est, faut-il inclure le deuil dans les manuels de psychiatrie ? Ben non, évidemment, hein, notre réponse est non. Voilà, donc le cas du deuil de soi, ben ça c'est le problème de la demande d'euthanasie. Hein. Donc aujourd'hui, malheureusement, avec la tentation du clivage, eh ben, on est dans un combat idéologique. Les gens nous disent « Ah oui, ma dignité, c'est ma liberté. Hein. » Et donc, vous ne voulez pas qu'on ait l'euthanasie, eh ben, vous êtes contre ma dignité et contre ma liberté. Mais non, pas du tout. Absolument pas. Donc là, bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais on a beaucoup de mal au niveau légal à essayer de faire passer donc, des lois, puisque la loi Claes-Leonetti de 2016, donc il y a 10 ans, ne permettrait pas de faire face, en particulier au syndrome de Charcot. D'accord ? Mais on pourrait faire une exception pour les SLA, pendant qu'on y est. On n'est pas obligé de changer toute la loi. Voilà. Donc, le deuil contemporain, quel est-il ? On a vu que les changements subjectifs sont vraiment importants, hein, l'intimité, la souffrance, etc., des choses qui dérangent. La plainte porte justement sur cette souffrance qui est invalidante et sur la temporalité incertaine du deuil. Hein. Tous les gens vous disent « mais alors ça va durer combien de temps, cet état de larmes, d'angoisse, etc. » On ne sait pas. Le soutien collectif est rare, sauf dans le cas des situations de catastrophe, mais je le trouve un peu stéréotypé. Parce que voilà, il y a un mort dans la rue, on l'a vu à Leipzig, je crois, récemment. Il y a des morts dans la rue, on fait un petit hôtel, on met des petites fleurs, etc. Oui, mais ça fait un peu... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est un peu impersonnel. Et l'angoisse de mort reste prégnante, parce que, tout simplement, on ne parle pas assez de la mort et du mourir. C'est ça notre problème de société, pas ici, bien sûr. Hein. Donc, que peuvent faire les soignants et les bénévoles d'associations ? Se former, acquérir des connaissances sur la mort et le deuil, ça, tout à fait, alors là, vraiment, élaborer leurs propres expériences sur la mort et le deuil, c'est ce que vous avez fait ce matin, hein, justement en vous interrogeant sur ma mort, voilà. D'autre part, éthiquement, qui peut se prétendre thérapeute ou accompagnant, bien sûr, s'il n'a lui-même élaboré et côtoyé la question, sa question, sur la mort et le deuil. Et enfin, les supervisions. Donc, vous connaissez également. Ces supervisions sont absolument essentielles. Moi aussi, je suis supervisée depuis plus de 30 ans. J'ai changé de superviseur, vous voyez. Et aujourd'hui, voilà, je continue à parler de mes expériences du deuil, mais globalement des psychothérapies, si vous voulez, en groupe. Alors, on a des groupes Balint, issus donc de Michael Balint, qui permettent d'exposer, vous voyez, un cas d'accompagnement. C'est ce qu'on a fait l'autre fois à la Fédération nationale Vivre son deuil. On a fait un groupe Balint, littéralement, et on a donc l'un d'entre nous a exposé un cas, et ensuite chacun a travaillé ce cas, collectivement bien sûr, et on est arrivé à des idées qui ont permis à la présentatrice, en l'occurrence du cas, d'avancer
sur sa situation de deuil difficile avec un de ses patients, si vous voulez. Donc, voilà. Un questionnement éthique régulier, ça c'est justement ce que nous essayons de faire. Il existe des méthodes de questionnement éthique, donc je vous cite là Cécile Boly, vous verrez dans les références. C'est une médecin psychothérapeute qui propose comme ça une discussion éthique de cas en fin de vie, de situations en fin de vie. Accéder à la remise en cause plutôt qu'à la routine, en reprenant ses objectifs conscients et inconscients de travail. La collaboration thérapeutique permet évidemment d'échanger avec les services médicaux. Ça, c'est quand même important. Vous n'êtes pas juste des gens qui passent comme... bon, à certaines époques, les blues roses étaient... voilà, les blues roses viennent, les clowns viennent en pédiatrie, etc. Ouais, mais si vous voyez tout ça n'est pas repris dans une globalité, ça ne sert à rien. Donc voilà, il faut qu'on soit intégré, bien sûr, dans l'équipe. Et participation à l'évaluation des grands problèmes sociétaux. Oui, absolument, les lois, les pratiques, les interventions pédagogiques. Et pour les patients, ne jamais oublier qu'un jour, ce sera un proche ou soi-même qui abordera la fin de sa vie. Travailler l'authenticité, voilà, la régularité et la bonne santé psychique. Ça, c'est important. Que vous ayez comme règle éthique d'être en bonne santé psychique, évidemment. Donc, toutes les qualités du bon thérapeute, selon Lester Luborsky. Médiation fondamentale par l'écoute et la parole. À défaut, le toucher. Il nous arrive de toucher, de passer par la caresse, poser sa main. Et ne pas oublier la notion du service, évidemment, et accepter les demandes comme les remerciements. Voilà, donc je vais arrêter là-dessus. Et donc, je vous enverrai le document. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas trop fatigué, je propose qu'on puisse éventuellement accéder ou débattre. Allez-y. En fait, vous m'avez interpellée par rapport au rite, parce que j'ai ma belle-sœur qui a perdu donc sa maman il y a 3 semaines. Et on parlait, après, elle s'est fait incinérer. Et, crématisée, excusez-moi, voilà, crématisée. Et oui, parce que nous, finalement, dans la société, on emploie le mot incinérer. Oui, faut changer. Oui, on va changer. Là, maintenant, ouais. Et du coup, elle a juste une petite stèle. Et je lui dis, moi j'ai envie de me faire crématiser et répandre les cendres dans la mer. Elle me dit, ouais, mais finalement, moi j'aime bien parce que j'ai un lieu où je peux me recueillir. Et j'ai pensé à mes enfants et je me suis dit, est-ce que le fait d'avoir quand même un truc, quelque chose qui reste, permettrait de faire leur deuil dans le long terme, enfin comment dire, avec le temps? Ça serait plus facile pour eux de vraiment faire ce deuil. Et après, de toute façon, eux aussi vont vieillir et leurs enfants. Donc, oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vraiment une question très actuelle. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on considérait que pour amener le processus du deuil, il faut que le mort soit fixé. Fixé, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, puisque les revenants, par exemple, toutes les mythologies des fantômes, etc., ce sont des morts non fixés. Vous voyez, qui se baladent, qui errent, etc. Et donc, c'est une question. C'est vraiment une question. Donc, vous voyez, humusation, c'est facile. On va planter un arbre, par exemple. On va avoir une magnifique forêt qui va représenter finalement la société des morts. Ça, c'est intéressant. Mais dans la dispersion, il y a cette idée de fixer autour d'un lieu. Mais alors, en mer, c'est un petit peu complexe, parce que la mer, elle oscille. Et donc, à part aller retourner au port, oui, on le fait, ça. On va au port et on regarde peut-être la mer au loin. Voilà, mais oui, c'est pas très fixe, je suis d'accord. Mais peut-être n'aura-t-on pas besoin de cette fixité? Parce que justement, cette question s'est posée autour des espèces humaines ancestrales. Donc vous le savez, les humains,
les espèces humaines suivaient les troupeaux. Les troupeaux eux-mêmes suivaient l'herbe qui poussait. Donc, en fonction du climat, bien sûr, se déplaçaient pour trouver les herbages les plus disponibles. Donc, c'est pour ça que les humains sont nomades. D'ailleurs, ils sont toujours nomades, on le voit bien. Et refuser ce nomadisme des humains, c'est quelque part attaquer l'espèce humaine. Parce que c'est pas possible que l'espèce humaine ne soit pas nomade. Voilà, c'est tout. Donc, le nomadisme fait qu'il y a un retour. Vous voyez, il y a un cycle quand même. Donc, est-ce que ce cycle, finalement, peut être symbolisé et même abstrait? Parce que, voilà, comment on fait quand on ne peut pas fixer son mort? C'est ce qui s'est passé en Chine. Hein, la Chine de Mao. Mao a d'un seul coup interdit les enterrements. Oui, d'un seul coup. Et là, il y a beaucoup de Chinois qui se sont suicidés. Vous entendez bien? Parce que l'idée, oui, parce que l'idée de ne pas être dans un tombeau, parce que là-bas, on ne pratique pas du tout la crémation. Hein. L'idée de ne pas être dans un tombeau était vraiment monstrueuse pour certaines personnes. Donc, c'est comme ça que les Chinois ont inventé ce qu'on appelle les cimetières virtuels. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont traversé le Pacifique et qui se sont fixés en Californie. Hein. Et donc, ce sont les Chinois qui ont inventé le cimetière virtuel, c'est-à-dire l'idée d'aller célébrer la fête des morts sur Internet, voilà, sur un site de cimetière, et de pouvoir, par exemple, balayer la tombe. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ces sites, ils sont très intéressants parce qu'on voit un petit balai numérisé, si vous voulez, qui va balayer la tombe de l'ancêtre, etc. Et à la fête des morts, bien sûr, tout le monde se rend sur le cimetière virtuel. Mais vous voyez, tout ceci va nous faire employer des méthodes numériques. Hein, vous savez qu'elles ont un coût, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand notre mort n'est pas fixée? Non, mais c'est vraiment une question, parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment de réponse. Je pense que c'est possible d'abstraire, bien sûr, pour certains, mais peut-être pas pour tout le monde. Voilà, donc on a vu pour la Shoah la nécessité de refaire des cérémonies, de refaire des stèles, bien sûr, il faut cette... Mais vous voyez, cette fixité, elle n'est pas forcément intergénérationnelle. Peut-être qu'elle peut juste durer une génération, je ne sais pas. Oui, madame. Bonjour, j'aimerais savoir si vous avez étudié et si vous avez des détails sur les rites de veille du défunt. Oui. Puisqu'il y avait les veilles sur 3 jours, les veillées, voilà, qui, pour moi, je pense que ça se perd beaucoup. Est-ce que vous avez des détails sur ça? Oui, alors justement, donc déjà, vous pouvez lire dans... oui, je ne vous ai pas dit le titre. Le folklore français, donc d'Arnold van Gennep. Vous pouvez le lire, mais ça se passe au début du siècle, du XXe, pardon. Ça se passe au début du XXe siècle, en 1909. Mais oui, bien sûr, la veillée, c'est quoi? C'est justement le rite de transition par excellence, puisque les vivants entourent le défunt, restent quelques jours avec lui. Hein, on l'a vu dans la mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï. Hein, on voit très très bien comment on veille le mort. Donc on est présent, nous les vivants, on t'accompagne le temps que l'âme, alors ça dépend des cultures, hein, que l'âme sorte du défunt et que le défunt ne soit plus que ce corps matériel. D'où l'idée qu'on doit voiler les miroirs, parce qu'il ne faut pas que l'âme se regarde dans le miroir. Hein, vous le savez, tout ça. Tout ça, c'est des rites qui sont pratiqués en Alsace, je précise. Hein. Et donc, voilà, on accompagne le défunt pendant quelques jours, quelques nuits. Et puis après, enfin, puisque l'âme a quitté son corps, on va pouvoir l'enterrer ou procéder, disons, à son étape ultime, qui est le lieu fixe dans lequel il va résider. Donc la veillée, c'est ça. C'est tout le monde mange. Par exemple, je vais vous citer un cas très rigolo, vraiment, d'un homme avec qui j'avais fait une émission. Donc c'était un homme d'un certain âge, qui avait plus de 75 ans, et qui me racontait le deuil, justement, la veillée de sa grand-mère qui était morte. Et une dame, la veilleuse, arrive.
vous voyez, arrive dans le domicile, elle sait qu'il y a eu un mort, etc. Donc elle vient avec son panier, ses provisions, etc. Et elle s'installe auprès de la morte, d'accord, pour la veiller. Pourquoi elle fait ça, cette veilleuse? Vous voyez, donc c'est une professionnelle. D'accord ? Pourquoi elle fait ça ? Parce que la famille est épuisée, parce que la famille doit pallier des tas de tâches qu'accomplissait la défunte, etc. Et donc la veilleuse est là vraiment pour des raisons très précises. Et donc lui, qui était petit garçon à l'époque, puisque sa grand-mère venait de mourir, le matin, il veut aller revoir sa grand-mère, et quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il ouvre la porte, eh bien, la veilleuse est au lit avec la grand-mère. Eh oui, bah oui, parce que finalement, elle était fatiguée, elle avait choisi de dormir, et donc il n'y avait qu'un seul lit, elle dormait. Vous voyez ? Donc ça, nous, je ne suis pas sûre qu'on se mettrait au lit avec un mort. Vous voyez ? Vous voyez la superstition absolument incroyable, parce que le mort ne va rien nous faire, bien évidemment. Le mort, c'est lui qui est vulnérable, c'est pas nous. Vous voyez ça ? Donc c'est des choses qu'il faut bien réfléchir. Et en plus, le côté un petit peu anecdotique fait que, au fond, on dédramatise la mort, même si on a vécu des morts évidemment très douloureuses, bien sûr, mais on peut le dédramatiser en étant beaucoup plus à la fois proche de la mort et en considérant que ça reste un mystère. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout d'explication de l'après-mort et ni même du processus du mourir. Alors vous savez, il y a plein d'études qui ont été faites sur... On a étudié la mort successive des différentes cellules. Les cellules des intestins, les cellules du cerveau, etc. Qui meurt en dernier ? Oui, il y a eu tout ça. Oui, absolument. 9 secondes. 9 secondes, ouais, pour que l'ensemble des cellules soient mortes. Mais vous voyez, il y a quand même un décalage temporel de 9 secondes. Bon, voilà, c'est pour ça que, évidemment, dans toutes les civilisations, on vérifie bien que la personne est morte quand même. On vérifie, d'où les croque-morts, etc. Bon, ça, voilà. Mais toutes ces anecdotes font passer le poids de la mort. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Madame ? Non. On arrête ? Non, oui. On arrête. Eh bien, merci beaucoup, vraiment, c'est super.